Bonjour et merci d'être présent à cette table ronde, je dirais enfin scientifique. Scientifique, on va parler de science, de médicaments, mais pas que. Et pour aborder les progrès de la recherche dans le traitement national et européen, dans le traitement des maladies neurodégénératives. Alors, il y a toute une liste, on va parler essentiellement Alzheimer, corps de Lévy, et pourquoi pas d'autres. Je ne suis pas spécialiste de la santé, mais j'ai plutôt l'habitude de gérer des projets industriels dans le domaine de la défense, de l'aéronautique, de l'énergie, dans une dimension européenne en lien avec les institutions et les écosystèmes. Mais on aime bien décloisonner aussi. Et on s'aperçoit qu'il y a les mêmes problématiques et les mêmes solutions. Et la santé, même si je ne suis pas spécialiste, j'ai une appétence santé finalement qui fait qu'en ouvrant aussi, on s'aperçoit de similitudes à la fois sur cette table ronde clé, je veux dire, pour vivre sa bonne santé le plus longtemps possible. On a la chance d'accueillir 3 instituts, 2 laboratoires et un organisme qui va nous aider à nous retrouver un petit peu dans les outils européens, dans cette Europe unie dans la diversité de la santé, où justement il n'y en a pas. Alors, est-ce qu'il en faut une ou pas? On verra. Comme je dis souvent, la recherche est fondamentale. Oui, sauf qu'elle n'est pas que fondamentale, elle est aussi appliquée. Et surtout au profit de l'utilisateur final, qui est le patient. Et c'est une approche... Alors on parlera sans doute de sciences liées au cerveau, de solutions scientifiques liées aux médicaments, à la molécule. C'est marrant parce que dans la santé, on parle de molécules et de non-molécules. On l'abordait avec le LEM il n'y a pas longtemps, mais dans d'autres domaines aussi, l'hydrogène, on parle de molécules aussi. Donc on se protège sur les molécules, mais qu'est-ce qu'on fait aussi à côté? On parlera aussi d'approche collective, d'interdépendance entre justement les objectifs, les réalités, les financements publics-privés, les avancées scientifiques communes ou spécifiques, est-ce qu'il faut mutualiser ou pas, ce qui ne nous empêche pas de traiter, l'éthique, qui ne doit pas empêcher l'innovation. On se rappellera que quand on a lancé, je visitais le musée Marie Curie en Pologne, une belle exposition sur la radium. Évidemment, c'était le traitement miracle, mais qu'il est moins devenu après. ARN messager, on a profité pour le Covid. Bon, on parlera peut-être d'aspect culturel, de mesurabilité. Pareil, qui est différente entre la recherche et l'innovation. Les chercheurs sont payés pour chercher, même s'ils n'ont pas trouvé, au moins ils ont cherché. L'innovation, on attend des résultats, au-delà du prototype. De politiques publiques qui vont ensemble, finalement, qui s'alimentent de l'écosystème et inversement, de coûts, de prix, ce qui est important. Pourquoi un médicament coûte peut-être si cher au départ ou pas. Vous savez, c'est comme dans les fabrications industrielles, c'est le coût unitaire qui descend. Mais avant, la recherche est financée ou pas, au niveau public ou au niveau privé, avec aussi des liens d'interdépendance et d'approches complémentaires et cliniques, pourquoi pas avec la nutrition, mais surtout, pourquoi pas en profiter pour penser autrement et agir autrement. Alors on donnera la parole successivement donc aux instituts, puis aux laboratoires et déjà sur la partie scientifique, clinique. Ensuite, on abordera un petit peu les aspects européens. On reviendra sur les solutions, puis on reviendra sur l'Europe après. Puis j'ai toute une série de questions aussi. Alors, professeur Frédéric Blanc, vous êtes neurogériatre, si j'ai bien retenu, CHU de Strasbourg, chef du service gérontologie, neuropsy et CNESR, faites partie de la Fondation Alzheimer, dont nous avons aussi un illustre représentant à côté. Quand on prend
Alzheimer, corps de Lévy, j'avais envie de poser la question de quoi parlons-nous finalement, pour bien cadrer le débat. Vous avez dit en préparant, vous êtes en première ligne sur l'approche du patient et de l'utilisateur final. Vous avez dit que les maladies étaient associées, il fallait les reconnaître comme biomarqueurs. Qu'est-ce que c'est que ces biomarqueurs? Et traiter chacune d'elles. Alors, vous posez la question aussi, quels sont les éléments communs, spécifiques? On parle toujours de silos, mais de temps en temps les décloisonner. Quelle mutualisation? Qu'en est-il en France, en Europe et peut-être ailleurs? Et puis, peut-être à quel niveau d'âge est-ce que les approches sont vraiment réalistes, réalisables, avec des résultats attendus? Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors d'abord, merci à la Société d'encouragement de nous réunir ici. Je trouve que c'est tout à fait original qu'on puisse discuter entre acteurs divers et c'est important qu'on puisse se rencontrer sur la question du vieillissement et là, plus particulièrement sur la question des maladies neurocognitives, ou je dirais plutôt les maladies neuroévolutives, cognitives et comportementales. Alors, la maladie d'Alzheimer, la maladie à corps de Lévy, c'est donc en France 1 million de patients atteints de maladie d'Alzheimer, 250 000 patients atteints de maladie à corps de Lévy. En gros, tous ces patients, plus d'autres maladies comme la démence vasculaire ou d'autres troubles cognitifs plus rares comme la dégénérescence lobaire frontotemporale, c'est à peu près 1,5 million de personnes. 1,5 million de personnes si on ne compte que les patients qui sont à un stade déjà évolué de la maladie. Si on ajoute les patients qui sont à des stades qu'on qualifie, nous, de prodromiques ou prodromaux, on peut facilement doubler le nombre de patients, c'est-à-dire 3 millions. C'est-à-dire qu'on est à peu près à un peu plus de 2% de la population, 2,2%, et si on met tous les patients, on est probablement aux alentours de 5%, ce qui est énorme. Ça, c'est le premier élément parce qu'il est tout à fait important. Le deuxième élément, pourquoi finalement la question de l'aging, donc du vieillissement dans ce contexte? Parce que les patients atteints de maladie à corps de Lévy, de maladie d'Alzheimer, ils ne seront pas 2% après 80 ans, ils seront 20% après 80 ans. Et les patients atteints de maladie Alzheimer, maladie à corps de Lévy, ils ne seront pas 2% après 90 ans, ils seront 40%. Et si on compte les formes prodromiques, on est après 80 ans, probablement, là on n'a pas de chiffre très précis, mais probablement plutôt aux alentours de 40% des plus de 80 ans qui ont des troubles cognitifs, et probablement plus de 80% des plus de 90 ans qui ont des troubles cognitifs. Donc vous voyez que c'est une problématique qui est évidente, omniprésente, et ça n'est pas un petit problème. C'est un gros problème. Pourquoi c'est un gros problème? Parce que tout ce dont on a parlé sur les EHPAD ce matin, en fait, sont directement en lien avec cette problématique-là. C'est-à-dire, on ne va pas par hasard en EHPAD. On va souvent en EHPAD, pas que pour ça, mais souvent en EHPAD, parce qu'on a des troubles cognitifs ou comportementaux, donc une de ces deux maladies, et qu'on n'est plus en capacité de s'occuper de soi-même à la maison. Voilà, ou que ça devient trop difficile. Et donc tout est lié, c'est-à-dire que le principal responsable de l'entrée en EHPAD, c'est très certainement les maladies neuroévolutives cognitives. Et malheureusement, il y a un certain déni dans la population, on préfère ne pas voir. Alors c'est normal quand c'est au sein de la famille, le déni au sein de la famille est là, mais il existe aussi dans la population française et dans la population mondiale. Le plus clair pour moi, et bon, on est entre nous, alors je vais pouvoir le dire, je vais vous dire ce que j'en pense, c'est si vous prenez quelqu'un comme quelqu'un de très important qui s'appelle Joe Biden, qui est donc le président des États-Unis, Joe Biden ne va pas bien. Joe Biden a à l'évidence une maladie neuroévolutive et donc on peut à un moment donné être en grande responsabilité et avoir quand même des troubles cognitifs et avoir des hallucinations et avoir un ralentissement physique. C'est donc probablement en fait une maladie à corps de Lévy, bien que je n'en ai pas la preuve, vous l'avez compris. Voilà. Donc le contexte, il est là, il est très important. Alors après, comment est-ce qu'on va faire la part des choses? La part des choses, c'est chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer, ce qui va être au premier plan, c'est les troubles de la mémoire. Les patients atteints de maladie d'Alzheimer ont surtout des troubles de la mémoire dans plus de 90% des cas. Voilà, c'est assez clair. Et en général, il n'y a pas d'autres symptômes. Secondairement arrivent des troubles du langage, secondairement arrivent d'autres difficultés, des difficultés d'orientation, etc. Mais le principal, c'est le problème de mémoire. Donc ça, c'est assez simple
à partir du moment où on accepte que ça n'est pas l'âge, mais c'est en réalité la maladie d'Alzheimer. Pour la maladie à corps de Lévy, bien, il y aura pas franchement des troubles de la mémoire, mais ça va être plutôt des difficultés de concentration, un ralentissement psychique, des difficultés d'organisation, sur lesquelles vont se greffer des phénomènes qui ne sont pas visibles là non plus, hein, puisque tout ça c'est invisible, ce que je vous raconte, vont se greffer aussi des hallucinations, aussi un ralentissement physique. Ça, c'est le côté clinique. Au-delà du côté clinique, il va falloir que nous, médecins, on puisse reconnaître ce qui se passe, et donc on va utiliser des biomarqueurs. Et là, je passe un petit peu vers la recherche, dans le sens où, grâce à la recherche, on a maintenant des biomarqueurs qui fonctionnent très bien quand on étudie ce qu'on appelle le liquide cérébrospinal, c'est-à-dire quand on fait une ponction lombaire à notre patient, et on peut, avec une certitude au-delà de 95%, dire qu'il s'agit ou pas d'une maladie d'Alzheimer. Pour la maladie à corps de Lévy, cette année, on a implémenté en France, notamment avec les équipes de Montpellier, de Lyon et de Strasbourg, un biomarqueur toujours dans le liquide céphalorachidien qui nous donne aussi une réponse à plus de 90% sur l'existence d'une maladie à corps de Lévy chez nos patients. Donc on a beaucoup progressé sur les biomarqueurs, sanguins, un petit peu aussi, mais il nous reste à progresser sur les aspects à proprement parler de recherche thérapeutique. Et alors la thérapeutique, eh bien je pense qu'il faut qu'on ait une double approche au moins, voire une triple approche, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit à la fois symptomatique, je pense qu'il ne faut pas l'oublier ça, c'est-à-dire pouvoir agir sur les symptômes de la maladie, et en particulier les symptômes de la maladie qui sont handicapants, c'est-à-dire les hallucinations, le délire, la dépression, l'anxiété, etc., etc. L'apathie aussi, l'apathie c'est un symptôme qui est difficile parce que c'est un symptôme où le patient est démotivé finalement, il ne fait plus rien, et il peut être parfaitement bien du point de vue cognitif, mais être totalement apathique. Et puis, au-delà de ces aspects thérapeutiques sur les aspects, on va dire, symptomatiques, il faut qu'on développe plus des aspects qui agiraient sur les lésions. Et sur les lésions, il faut qu'on ait une approche effectivement parfaitement lésionnelle, c'est-à-dire on a une lésion, on estime qu'elle est à l'origine d'une partie des symptômes, il faut qu'on supprime cette lésion ou au moins qu'on la diminue, mais il faut s'assurer que ça ait des conséquences positives du point de vue clinique. Et puis, deuxième chose, il faut avoir peut-être une vision un peu plus globale et une vision que je qualifierais de géroscience, c'est-à-dire avec l'âge, avec un certain nombre d'éléments qui arrivent avec l'âge, eh bien, ça va accélérer le processus de la maladie. Et si je devais résumer les gérosciences dans le cerveau, je dirais que c'est l'inflammation qui s'associe à ces maladies neuroévolutives. Et on peut avoir de l'inflammation parce que la maladie est responsable elle-même d'inflammation, mais on peut avoir aussi finalement de l'inflammation parce que eh bien, il va y avoir une infection qui s'est ajoutée, une infection pulmonaire, parce qu'on a fait une dépression et la dépression est responsable d'inflammation, etc., etc., etc. Donc on n'échappera pas à cette vision un peu globale dont on a parlé ce matin, qui est une vision finalement assez holistique. Et un dernier point, parce qu'il y a la partie techno, mais je ne vais pas l'aborder là parce que j'ai déjà pris la parole pour suffisamment longtemps. Un dernier point, c'est l'humain. C'est-à-dire que si on veut bien traiter nos personnes âgées atteintes de maladie d'Alzheimer, de maladie à corps de Lévy, il faut inévitablement de l'humain. Et inévitablement de l'humain, ça veut dire quoi de l'humain? Ça veut dire un contact psychique, physique, entre deux personnes, un dialogue, et qui permet finalement aux patients de progresser. On sait que de la remédiation cognitive, ça permet d'éloigner le risque d'aller en EHPAD. On sait que si vous voulez faire de l'activité physique et plutôt accompagné, c'est-à-dire socialement accompagné, ça permet finalement, au bout du compte, d'éloigner le risque de démence. Voilà, j'avais beaucoup de choses à vous dire, mais je crois que c'était important. Voilà, l'humain et la vision holistique. Et pour terminer, aborder les choses de façon globale, mais cette façon globale, ça doit être pour moi multifocale, c'est-à-dire on doit pouvoir agir simultanément sur plusieurs aspects qui sont responsables à la fois de la maladie et de l'aggravation liée à la maladie. Merci beaucoup. On reviendra sur certaines questions tout à l'heure. Peut-être d'autres pourront y répondre. Professeur Amouyel, merci de votre présence. Vous êtes donc professeur santé publique au CHU de Lille, directeur général de la Fondation Alzheimer. On viendra aussi tout à l'heure sur
sur l'initiative européenne de programmation conjointe. J'ai noté que vous meniez des études sur, principalement génétique, des maladies neurodégénératives associées au déclin cognitif, en particulier Alzheimer. Développer des études épidémiologiques pour tenter de décoder la susceptibilité aux maladies du vieillissement avec des techniques moléculaires telles que les sciences chimiques ou l'intelligence artificielle. J'avais envie de vous dire, et chez vous, où en est-on finalement sur Alzheimer principalement? Est-ce qu'il faut ou pas changer de paradigme au niveau des actions, de la prévention on parlait des médicaments, peut-être sur les lésions aussi, dont on a parlé récemment, pour réduire l'inflammation. Les balances bénéfices-risques à votre niveau, où en êtes-vous? Évaluation éthique, frein culturel, etc. Je vous laisse la parole. Merci. Merci de me donner l'occasion d'intervenir sur ces progrès de la recherche. Je crois qu'aujourd'hui, on est réellement à un tournant par rapport à la maladie d'Alzheimer. Pendant des années, et plus généralement pour les démences, pendant des années, on avait, il faut malheureusement le dire, pas grand-chose. On avait quelques traitements symptomatiques, et puis c'est tout. Finalement, on n'arrivait pas à avoir d'action sur la maladie. Et au cours des 20 dernières années, on a eu plusieurs étapes importantes, je dirais même des 15 dernières années, plusieurs étapes importantes. La première, c'est qu'on s'est rendu compte que dans la population générale, qui vit dans les pays les plus riches de la planète, quand on regarde l'évolution du nombre de nouveaux cas de maladie d'Alzheimer, eh bien, il diminue un petit peu. Alors, il ne diminue pas suffisamment pour compenser l'augmentation du vieillissement de la population et l'augmentation de prévalence, qui sont le nombre de cas à un moment donné, mais il diminue un peu. Et on s'est posé la question de savoir si c'était un biais. Vous savez, dans ces études épidémiologiques, on a des associations, parfois on prend des vessies pour des lanternes. Là, tout le monde s'est dit, ça doit être un biais, c'est pas possible. Tout le monde a vérifié dans ses études, dans les pays les plus riches, s'entend, on y reviendra dans quelques instants, et on s'est rendu compte que finalement, oui, ça baissait un peu. Alors que le modèle, c'était, ça augmente de manière inéluctable. On a essayé de comprendre pourquoi, et on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de facteurs qui étaient liés à des évolutions de notre environnement, essentiellement survenus après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et qui étaient relatifs à une amélioration de la qualité de vie des populations, qui étaient relatifs à une amélioration de l'éducation des populations, qui faisait qu'apparemment, toutes ces actions séculaires globales avaient un impact sur la survenue de la maladie d'Alzheimer. Et là, on s'est dit, il y a peut-être une prévention quand même, puisqu'il n'y a aucun signe qui permette de montrer qu'il y a un traitement qu'on n'aurait pas vu serait passé par là. En fait, on s'est rendu compte que ce n'est pas vraiment une diminution du nombre des nouveaux cas. C'est juste le fait que, quand Frédéric évoque par exemple les 3 millions de personnes atteintes, il y a des gens qui ont des symptômes et il y a des gens qui n'ont pas encore de symptômes bien qu'atteints. Et rentrer dans la maladie, c'est avoir des symptômes. Si vous avez la maladie mais que vous n'avez pas encore les symptômes, socialement, on va considérer que vous n'êtes pas malade. Alors ce qui se passe quand on regarde ces populations, on s'aperçoit que finalement, c'est l'âge de début des symptômes qui a reculé. Ce n'est pas la maladie qui a disparu, mais l'âge de début des symptômes qui a reculé. Supposons que vous ayez 75 ans, l'âge moyen d'apparition d'une maladie d'Alzheimer, vous repoussez la survenue de vos symptômes de 5 à 10 ans, entre 75 et 85 ans, alors c'est malheureusement le cas, mais c'est les lois de la nature, vous avez une probabilité énorme de mourir d'autre chose. Donc vous allez mourir avant l'apparition de vos symptômes, c'est comme si vous étiez guéri. Donc premier concept qui est apparu, il y a une prévention possible, alors pas une prévention au sens où on l'entend, mais une prévention qui va grosso modo augmenter la résistance de notre cerveau et de nos comportements à lutter contre la maladie d'Alzheimer et à améliorer les compensations liées aux atteintes de la maladie. Deuxième élément important, c'est les études de Dave Schenk fin du siècle dernier qui montrent que quand il vaccine des souris avec une des protéines qui est à l'origine des principales lésions dans le cerveau des patients, qu'on appelle la protéine amyloïde, il arrive à éliminer chez ces souris qui miment une maladie d'Alzheimer la protéine de leur cerveau et apparemment elles ont des comportements qui s'améliorent. Donc on s'est dit pourquoi pas ça chez l'homme. Et donc on a fait ça pendant 20 ans.
Et on faisait comme dans les anciens essais cliniques, c'est-à-dire qu'on se disait, voilà, un patient atteint de maladie d'Alzheimer, c'est quelqu'un qui a des troubles de la mémoire, qui a des troubles du comportement à des degrés divers. On les incluait dans les études comme on aurait inclus quelqu'un qui avait un infarctus du myocarde pour le traiter de son infarctus, et ça n'a pas marché, et ça ne marchait pas. Jusqu'au moment où on s'est rendu compte que peut-être il fallait les traiter un peu avant. D'où l'importance de ce qu'évoquait Frédéric d'avoir des biomarqueurs qui nous permettent de détecter la maladie avant que la personne ait les symptômes. Donc du coup, on a commencé à se dire, finalement, peut-être que ces médicaments ont un effet, mais quand on les utilise au stade avancé des symptômes, la personne ne va pas pouvoir récupérer des neurones qu'elle aura perdus de toute façon irrémédiablement. Donc on s'est mis à essayer de traiter ces personnes plus tôt. Et on s'est rendu compte d'une chose, que dans ces conditions-là, on avait bien une action sur une des deux lésions principales anatomopathologiques de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire cette protéine amyloïde qui s'accumule dans le cerveau des patients. Donc pour la première fois, alors on va dire que c'est premier essai clinique mis sur le marché 2020 avec des aléas, on a eu un médicament qui agissait sur un des éléments pathologiques de la maladie. Mais il y en a plusieurs et il y en a d'autres. Donc vous voyez qu'avec ces deux étapes, c'est-à-dire une notion de prévention, une notion de médicament, un médicament qui a enfin une action sur les processus initiaux de la maladie, on change de modèle pour la maladie d'Alzheimer. On était dans un modèle de maladie inexorablement liée au décès et aux troubles des fonctions intellectuelles. Là, on est dans une maladie qui ressemble beaucoup à une maladie chronique. Comme dans une maladie cardiovasculaire, on va avoir une phase de prévention pour justement essayer de retarder le début de la maladie. Et on commence à avoir maintenant, comme dans l'hypertension, des médicaments qui vont nous permettre d'agir sur les lésions initiales de cette maladie. Alors aujourd'hui, c'est la protéine amyloïde. Ensuite, on a d'autres cibles. Actuellement, il y a à peu près 200 médicaments qui sont en essais cliniques dans le monde à différents essais, de la phase 1 à la phase 3. On est en train de cibler la protéine Tau. Il y a en particulier une petite protéine qui est sortie il y a quelques semaines, dont ils ont publié un premier papier montrant qu'apparemment, elle réussissait justement à bloquer la transmission de la protéine Tau. Donc voilà, progressivement, donc bien sûr, on ne peut pas traiter les patients. Bien sûr, aujourd'hui, ça ne concerne que des populations qui sont à des stades extrêmement précoces et qu'il nous faut des outils très spécialisés pour les déterminer. Mais on voit que là s'ouvre une voie, alors qu'il va peut-être prendre 10 ou 20 ans, d'un traitement possible de la maladie d'Alzheimer sur le modèle des maladies chroniques. Merci beaucoup. Donc, vous avez répondu à ma question. C'est sur les marqueurs diagnostiques et les marqueurs pronostiques, finalement, dont on parlait en préparation. Merci beaucoup. Luc Bouet, vous êtes directeur de recherche au CNRS, directeur du centre de recherche INSERM à Lille, neurosciences et cognition. Lille est en force aujourd'hui. Lille, plaque européenne, il faut le savoir. Vous êtes également coordinateur scientifique, surtout du programme équipement prioritaire et de recherche PEPR des maladies neurodégénératives. Et vous êtes en charge donc de l'Institut interdisciplinaire Cerveau, Société et Technologie, l'Université de Lille. Nous disiez un cerveau, une santé, apport de l'IA aussi. On a parlé de pas mal d'autres choses. Peut-être rappeler le rôle de l'INSERM, peut-être avec son nouveau rôle d'agence. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Alors, oui, c'est un vaste programme pour 5 minutes. Dis ça, bon, ça me rassure. On va peut-être commencer par l'INSERM, parce que d'abord, je dois excuser le PDG de l'INSERM, Didier Samuel, qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui. Alors, pourquoi l'INSERM ? Vous connaissez tous l'INSERM en tant qu'organisme national de recherche, donc avec des chercheurs INSERM qui sont des personnes qui travaillent dans des laboratoires comme ceux de Philippe, Frédéric, où on a des chercheurs INSERM, on a aussi des chercheurs CNRS, maintenant on a aussi des chercheurs INRIA, puisqu'on va voir que la recherche sur les maladies neurodégénératives, elle est très large. Donc ça, c'est quelque chose que classiquement, vous avez tous connaissance. Depuis peu, l'INSERM aussi coordonne une initiative nationale, puisque le ministère a confié à l'INSERM, en fait, la gestion de tous les programmes en santé en France. Et donc, quelque part, que vous soyez un chercheur hospitalo-universitaire au CHU, un chercheur à l'université,
un chercheur au CNRS, un chercheur à l'INRIA, à l'INRAE, donc tous ces organismes de recherche, vous pouvez avoir un intérêt pour la santé et vous pouvez répondre à des appels d'offres en santé. Jusqu'à présent, c'était piloté par le ministère avec tous les autres appels d'offres, hein, que ce soit Ariane Espace ou d'autres. Hein, donc ça faisait vraiment quelque chose de très large. Et donc le gouvernement a décidé un petit peu d'avoir des agences qui pilotent un petit peu des programmes. Donc pour le programme en santé, on a l'INSERM. Et depuis avril 2024, on a un directeur exécutif de l'agence qui s'appelle Franck Mouton et qui pilote également ces aspects. Alors qu'est-ce que ça fait cette agence ? Par exemple, suite un petit peu à ce qui s'est passé au Covid, il y a une coordination en France maintenant autour des vaccins, donc France Vaccin, et l'INSERM pilote en particulier ces aspects-là. Vous avez entendu parler peut-être de ces programmes et équipements prioritaires de recherche. Hein, on en a entendu parler autour de la santé mentale et la psychiatrie, autour de la santé numérique. Il y avait encore 3 PEPR possibles pour l'année 2024. Le ministère a décidé de les confier de nouveau à l'agence INSERM. Et donc l'agence INSERM a piloté cet appel d'offres. Ça a été fait très rapidement. Il y a eu un conseil scientifique international en juillet. Et dans ces 3 PEPR, il y a eu un PEPR sur les greffes, un PEPR sur l'inflammation, on en parlait tout à l'heure, avec les liens au niveau des maladies neurodégénératives. Et il y a eu justement un PEPR sur les maladies neurodégénératives. Alors pourquoi prioritaire ? Je pense que Frédéric et Philippe vous ont bien donné le décor. C'est une priorité, c'est un problème de société et ça reste énorme. On a parlé des maladies, on va dire, liées au vieillissement, en particulier maladies d'Alzheimer et maladies à corps de Lévy. Mais les maladies neurodégénératives, c'est beaucoup plus large. Hein. Vous avez tous entendu parler de la maladie de Parkinson, qui n'est pas forcément une maladie qu'on rencontre avec l'âge. On la rencontre avant, on la rencontre aussi comme maladie professionnelle. Et puis également une maladie dont on n'a pas l'habitude de parler comme maladie neurodégénérative, par exemple, c'est la sclérose en plaques. Et la sclérose en plaques se termine par une perte des neurones, une perte des cellules nerveuses, et donc pour certains, elle est considérée comme une maladie neurodégénérative. Et donc là, on doit évoluer finalement en se disant, voilà, on avance tous dans la vie avec quelque part un cerveau. Et là, notre trajectoire de la vie, que ce soit environnemental ou ce que vous avez hérité au niveau périnatal ou même de vos parents, ce qu'on appelle la génétique. J'aurais pu renvoyer ça à Philippe parce que c'est plutôt sa spécialité. Mais quelque part, j'allais dire, vous le traînez toute votre vie. Et à un moment, cette trajectoire, en fonction de votre vécu et de vos propres gènes, finalement, vous allez orienter une trajectoire sur un vieillissement à la gène calmant, pour ceux qui se souviennent encore de notre centenaire, ou alors vous allez évoluer vers une sclérose en plaques, une maladie de Parkinson, une maladie d'Alzheimer. Donc en fait, quelque part, ces trajectoires sont complètement différentes. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, là on a des biomarqueurs qui vont aider à un diagnostic plus précoce. On l'a pour la maladie d'Alzheimer, on les a aussi pour les autres maladies neurodégénératives. On a ces biomarqueurs qu'on peut aller chercher dans le liquide cérébrospinal, dans le sang, au niveau de notre ADN, Philippe en reparlera peut-être, mais également au niveau de l'imagerie cérébrale. On a peu parlé des progrès technologiques, mais maintenant, en imagerie cérébrale, vous avez vu l'inauguration par Emmanuel Macron à Saclay d'une super IRM qu'on a, voilà. Mais ces super IRM, par exemple avec le plan cancer, on en a partout en France des IRM 3 Tesla. On a maintenant des IRM 7 Tesla qui s'installent. Et en fait, cette structuration sur les maladies neurodégénératives et sur la technologie de santé permet à la France de proposer vraiment une inclusion totale de nos territoires et une recherche dans chaque université. Et c'est une priorité maintenant pour l'INSERM de soutenir ces maladies neurodégénératives.
Et dans ce cadre-là, le PEPR participera donc à ce soutien. Merci. Est-ce qu'on pourrait revenir un petit moment, qui voudra, sur les biomarqueurs, concrètement, comment ça marche? Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Alors, un biomarqueur, ça peut être un biomarqueur. C'est un marqueur biologique de la maladie. Alors, ça peut être un biomarqueur évolutif, ça peut être un biomarqueur de diagnostic. Là, la manière dont je l'employais, c'était plutôt un biomarqueur diagnostique. Oui. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, un biomarqueur clinique. Le fait de faire des hallucinations visuelles à 80 ans, c'est un marqueur diagnostique de maladie à corps de Lévy. Ensuite, vous avez des biomarqueurs en imagerie. Le fait d'avoir une diminution de volume des hippocampes et une petite diminution de volume, alors c'est des structures au sein du cerveau, à l'arrière des régions pariétales, à l'avant des hippocampes qui ressemblent à des chevaux marins, eh bien, s'il y a une diminution de volume, c'est un élément en faveur du diagnostic de maladie d'Alzheimer. Ce qui est plus souvent utilisé, c'est des biomarqueurs, au sens biologique, mais plus sanguin, liquide céphalorachidien, même un prélèvement nasal, comme on l'a fait souvent avec le Covid. Et bien là, vous avez des biomarqueurs aussi. On mesure, alors est-ce qu'on va mesurer des protéines, on peut mesurer des protéines anormales, on peut mesurer des lipides, peu importe. Et là, pareil, ça nous donne des éléments en faveur du diagnostic ou pas d'une maladie. Alors actuellement, par exemple, on a des biomarqueurs évolutifs de ces maladies. On utilise assez volontiers les neurofilaments qui nous donnent une bonne idée du potentiel évolutif. On a des biomarqueurs diagnostiques de maladie d'Alzheimer qui sont les dosages des protéines tau phosphoto qui sont le reflet des dégénérescences neurofibrillaires, et puis la protéine Abeta42 et la protéine Abeta40 qui sont le reflet des plaques amyloïdes qui sont les deux principales lésions de la maladie d'Alzheimer. Et quand on a les 4 biomarqueurs tau phosphoto Abeta42, Abeta40 qui sont anormaux dans le liquide céphalorachidien, c'est en faveur à 95% d'une maladie d'Alzheimer. L'avenir, ça va être les biomarqueurs sanguins qu'on commence à avoir, mais il faut qu'on sache si c'est des biomarqueurs diagnostiques, évolutifs, quel est leur intérêt réel. Je crois qu'il ne faut pas trop se précipiter, on n'y est pas encore complètement, mais on aura certainement, dans les 5 ans à venir, des biomarqueurs sanguins de la maladie d'Alzheimer. Et dans les 10 ans à venir, des biomarqueurs sanguins de la maladie à corps de Lévy. Donc, comme vous allez chez le médecin pour... vous voulez savoir si vous avez une infection, il vous fait faire une CRP, la CRP qui est le reflet de l'inflammation, là vous pourriez avoir ce type de choses, ce qui pose des tas de questions éthiques, parce que si demain on peut se faire une prise de sang et savoir si on a une maladie d'Alzheimer, qu'est-ce qu'on en fait? Merci. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on vienne maintenant sur la dimension européenne. Professeur Amouyel, vous êtes président du programme conjoint de l'Union européenne sur la recherche sur les maladies neurodégénératives, qui implique 30 pays, mais pas que européens. Donc si on parle un petit peu, on prend du recul, enfin déjà, objectif et peut-être résultat de retour d'expérience dans cette Union européenne unie dans la diversité, qui n'accueille pas d'ailleurs que des Européens, avec toutes les considérations que vous pourrez aborder. Je vous laisse la parole. Merci. Le cerveau, ça reste quand même un des organes les plus complexes de notre corps, si ce n'est le plus complexe. Ce qui explique aussi qu'on a l'impression que les recherches vont moins vite que dans d'autres secteurs. Et on a besoin de 2 choses pour avancer dans les recherches. Il faut des chercheurs, ça paraît évident, et qui s'intéressent aux problèmes en question, et beaucoup d'argent. Si on compare ce qui est injecté en Europe dans le monde du cancer et dans le monde du neurodégénératif, il y a 10 fois plus d'argent injecté dans le cancer que dans le neurodégénératif, et vous connaissez actuellement les progrès fabuleux qu'on a en cancérologie. Donc toute la question est de savoir comment est-ce qu'on peut avoir beaucoup de chercheurs, avoir beaucoup d'argent. Et l'Europe est un outil essentiel. Aujourd'hui, à l'échelle d'un pays, penser qu'on pourra résoudre tout seul le problème de la maladie d'Alzheimer est totalement illusoire, étant donné la complexité de la chose, étant donné les moyens extrêmement importants qu'il est nécessaire d'injecter. Donc en 2010, la Commission européenne a décidé de créer ce qu'on appelle le premier programme conjoint. C'est un programme de recherche dans lequel chaque pays met de l'argent sur un projet ou plusieurs projets qu'il aura sélectionnés avec l'aide d'autres pays. L'idée, c'est de créer une collaboration entre pays en utilisant l'argent public de chacun des pays.
Et si on arrive à mettre suffisamment d'argent public, l'Europe est prête à abonder cet argent. Donc c'était ça le principe de base. Pourquoi ? Parce que quand vous faites un programme, alors, je sais pas, sur les maladies à corps de Lévy, les biomarqueurs des maladies à corps de Lévy en France, il y a en Allemagne un programme sur les maladies à corps de Lévy, les biomarqueurs des maladies à corps de Lévy, au Royaume-Uni, en Suisse, en Espagne, en Italie. Chaque pays va mettre 500 000 euros, 1 million dans le programme. Donc vous allez avoir 5 pays qui vont mettre chacun 500 000 euros, alors que si on n'avait fait qu'un seul programme où on avait mis 10 millions d'euros, on aurait eu beaucoup de chercheurs de tous ces pays et beaucoup d'argent pour faire travailler ces chercheurs, donc on aurait avancé beaucoup plus vite. Donc l'idée là-dedans, c'est de travailler pour limiter les redondances. Quand vous prenez un pays comme les États-Unis, ils ont 2 gros financeurs qui sont le National Institute of Health, le NIH, et pour l'Alzheimer, l'Alzheimer Association, qui mettent chacun des millions et des millions d'euros sur les États-Unis. Nous, on fait la même chose, sauf qu'on le fragmente. Donc l'idée, c'était de défragmenter la recherche, premier élément. Le deuxième, c'est de créer des outils, des infrastructures. Donc des gros problèmes actuellement dans la recherche, c'est d'attirer des chercheurs. Les chercheurs, il va travailler là où il y a de l'argent. Alors, c'est pas qu'il est vénal, c'est juste que pour faire de la bonne recherche, il faut beaucoup d'argent, donc ils vont dans les secteurs. Donc, quels sont les secteurs qui sont en pointe actuellement ? Eh bien, c'est le cancer, eh bien, c'est certaines technologies, en particulier des maladies infectieuses, qui sont ciblées. L'idée, c'est qu'il faut attirer les gens vers les maladies neurodégénératives. Et il faut savoir que c'est tellement difficile, et un autre partenaire important dans cette affaire est l'industrie, qui a une action au niveau européen également. C'est que, comme je vous le disais, pendant 20 ans, on a essayé des médicaments, ça n'a pas marché. Il y a eu un petit recul de l'industrie par rapport à son engagement dans la recherche sur la maladie d'Alzheimer et les maladies neurodégénératives. Et puis, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, les hypothèses de Schenck, le développement d'anticorps pour limiter et éliminer la protéine amyloïde, on a retrouvé un regain d'intérêt, non seulement dans l'Europe, qui cherche à défragmenter la recherche, mais également dans l'industrie privée, qui retrouvent de l'intérêt en se disant c'est enfin possible de trouver des médicaments qui font que, là encore, on a une convergence d'étoiles que probablement on va assister à une accélération des développements et des médicaments et de la connaissance et de la recherche, et c'est ça qu'on peut espérer aujourd'hui. Merci, professeur. Vous voyez, je parlais de penser autrement pour agir autrement, changer de lunettes. Vous avez fait quelques allusions à tout ça, et aussi défragmentation. En ce moment, on est en train de construire l'Europe numérique cyber. On parle de défragmentation depuis 10 ans. Et quel résultat voilà. Donc souvent, les Français, les Allemands, les autres. Mais pourquoi pas segmentation que fragmentation. Le tout, c'est d'essayer de faire des choses ensemble en valorisant les travaux des uns et des autres. Maintenant, on a parlé de la recherche. On va passer à l'application aussi sur les laboratoires qui fabriquent des solutions, sachant que le médicament n'est pas tout, mais des solutions. Et je vais passer la parole à Emmanuel Baloche, responsable des affaires médicales Neurologie France du laboratoire Eisai, avec un retour d'expérience d'un certain médicament, lecanemab et autres noms. Voilà, où on parlera cette fois-ci aussi Leqembi, voilà. Du retour d'expérience aussi en France, en Europe, dans le reste du monde, avec ces éléments de bénéfice-risque aussi, mais aussi on parlait de coûts, de prix, de délai, de performance. Alors je vous laisse la parole tout de suite. Merci. Merci beaucoup, merci pour cette invitation Guy et François. Permettez-moi, avant de parler du lecanemab ou Leqembi aux États-Unis, par exemple, c'est son petit nom commercial, je vais vous présenter brièvement Eisai. Eisai, c'est un laboratoire japonais, innovant, familial, d'envergure internationale, qui axe vraiment le patient autour de toutes nos actions, et notamment à travers notre philosophie HHC pour Human Healthcare, qui est dans nos statuts d'entreprise, et il nous est recommandé, à nous employés, de consacrer 1% de notre temps de travail auprès des patients et de leurs familles. C'est aussi un engagement en termes de santé publique internationale, en collaborant avec des organisations internationales
pour des traitements comme la tuberculose. C'est aussi une collaboration avec des instituts à utilité publique, comme en France avec la Fondation Vaincre Alzheimer pour le développement des annuaires d'essais cliniques dans la maladie d'Alzheimer. Et c'est également des collaborations justement avec les académiques dans tous les pays pour justement explorer des nouvelles cibles thérapeutiques, notamment dans les maladies neurodégénératives et la maladie d'Alzheimer. Il est important aussi pour nous, c'est que Eisai investit 23% de son chiffre d'affaires dans la recherche et développement, notamment en oncologie, mais aussi en neurologie. Et dernier point, ça fait plus de 40 ans qu'on investit dans la recherche pour la maladie d'Alzheimer auprès de tous ces chercheurs ici pour mettre justement au point des nouvelles thérapies innovantes basées sur les biomarqueurs comme le lecanemab. Donc on y vient, le lecanemab c'est une molécule pour traiter les patients atteints de maladies d'Alzheimer débutantes, c'est-à-dire qui sont atteints de troubles cognitifs légers ou de maladies d'Alzheimer à stade léger. Donc, c'est comme vous l'a dit Frédéric tout à l'heure, des patients qui ont des troubles de la mémoire, mais qui n'ont pas ou très peu de retentissement dans leur vie de tous les jours. Donc, le lecanemab a fait partie d'un programme d'évaluation pour évaluer son efficacité, mais aussi sa tolérance. Et donc, on a effectivement mis au point une étude de phase 3, donc, qui est le standard pour les essais cliniques pour demander justement une autorisation de mise sur le marché. Donc, c'est une étude internationale avec en France 8 centres investigateurs, dont Strasbourg, donc on est fiers de le souligner, qui est une étude randomisée en double aveugle et qui va inclure 1795 patients atteints de la maladie d'Alzheimer et confirmés justement avec ce marqueur amyloïde. On a évalué, donc cette étude est composée de 2 phases. Une phase dite d'analyse principale d'une durée de 18 mois où les patients étaient randomisés de manière aléatoire, soit dans le bras placebo ou soit dans le bras lecanemab, on recevait le lecanemab toutes les 2 semaines. Bien évidemment, donc, les critères ensuite, excusez-moi, j'ai oublié, et donc, parce qu'il y a la deuxième phase, c'est la phase d'extension, où là, tous les patients vont être traités avec le lecanemab. Et en France, par exemple, encore aujourd'hui, nous avons 52 patients qui sont enrôlés dans cette étude. Pour évaluer l'efficacité du lecanemab, on a pris l'échelle CDR-SB, qui est pour le Clinical Dementia Rating Sum of Boxes, échelle validée par les autorités réglementaires, qui va mesurer le déclin cognitif et fonctionnel des patients, c'est-à-dire qu'on va évaluer 6 dimensions. La mémoire, l'orientation, le jugement, les activités sociales, les loisirs, mais aussi les soins personnels, comme par exemple s'habiller ou pouvoir se laver. Donc tout ça, c'est important. Et on a aussi mesuré des critères secondaires clinico-biologiques, et notamment dans la biologie, c'était la réduction de l'amyloïde. Donc, qu'en est-il de ces résultats? Donc là, ici, je vous présente le critère principal de jugement, donc la CDR-SB, où on voit qu'effectivement, à 18 mois, versus placebo, on va réduire le déclin cognitif et fonctionnel de 27%. Cet été, dans le congrès de l'AIC, a été présenté les données à 36 mois, où on voit que le ralentissement de ce déclin s'accentue, et même on va doubler cette différence moyenne à 36 mois. Il a été également montré que des patients qui commencent le traitement par le lecanemab à J0 comparativement à des patients qui vont commencer 18 mois après, qu'il y avait un bénéfice supérieur statistiquement à commencer un traitement tôt. Donc ça veut dire quoi dans les faits? Que si on diagnostique précocement justement ces patients atteints de maladie d'Alzheimer débutante, c'est pour justement pouvoir leur proposer un traitement le plus tôt possible. Parce que l'objectif, c'est vraiment de pouvoir améliorer leur qualité de vie et leur fonctionnalité de tous les jours. Bien évidemment, les critères secondaires de clinique ont montré tous aussi une réduction statistiquement significative entre 26 et 37%. Mais là où je voudrais insister maintenant, c'est comment on observe ce ralentissement.
et c'est la slide suivante, c'est grâce au mode d'action du lecanemab, parce que c'est un anticorps monoclonal humanisé qui va éliminer justement les protéines amyloïdes qui sont dans le cerveau. Donc, comment on le voit visuellement? Vous les voyez avec ces coupes de cerveau en imagerie grâce à un radiotraceur qui est spécifique de l'amyloïde. Donc, vous avez le placebo aussi bien à l'inclusion comme à l'inclusion du lecanemab, l'observation, la présence de plaques amyloïdes, parce que vous voyez des couleurs entre le vert et le rouge. Donc, c'est ce qui montre la présence de l'amyloïde. Ce qu'on peut voir, c'est qu'avec le placebo, à 18 mois, on observe une augmentation de cette charge amyloïde, contrairement au lecanemab, où on voit une diminution de la charge amyloïde. Pourquoi? Parce que vous voyez que sur les imageries, on est plutôt sur du bleu-vert que sur du rouge, sur du jaune-rouge. Alors c'est bien, on l'a montré visuellement, mais en matière quantitative, qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'on va avoir un taux de conversion amyloïde négatif de 60%. Donc ça veut dire que chez 60% des patients, on revient à un seuil amyloïde qui est en dessous du seuil de positivité. Donc ça aussi, c'est important de le souligner effectivement pour le fonctionnement du lecanemab. Bien évidemment, quand on élimine les plaques amyloïdes, ça peut créer des effets indésirables, notamment ce qu'on va appeler les ARIA. En fait, en nettoyant les plaques, soit on peut obtenir un gonflement, ce qu'on appelle les œdèmes, soit obtenir des micro-saignements qu'on appelle des micro-hémorragies. Et donc ces effets indésirables, on les appelle les ARIA-E ou les ARIA-H. ARIA, c'est pour les anomalies d'imagerie liées à l'amyloïde, et il faut savoir que ces événements indésirables sont détectés seulement à l'IRM, puisque les 3/4 du temps, ces ARIA sont asymptomatiques. Donc, avec le lecanemab, les trois événements indésirables les plus fréquents, c'est-à-dire à plus de 10%, sont les réactions liées à la perfusion, on était à 26%, essentiellement les 3/4 après la première perfusion. Les ARIA-H, on a un taux de 17,3% et les ARIA-E, un taux de 12,6%. À noter que les 3/4 sont asymptomatiques, qu'ils apparaissent dans les 6 premiers mois du traitement et qu'il y a une résolution à plus de 80% au bout de 4 mois en arrêtant le traitement. Très peu d'effets indésirables graves, entre 0,2 et 0,8%. Et quand je parle d'effets indésirables graves, c'est-à-dire qu'il y a eu une prise en charge hospitalière. Aujourd'hui, les données aussi de cet été ont montré que ces événements indésirables n'affectaient pas la cognition et la fonctionnalité. Et pour terminer, je vais vous présenter cette slide parce que c'est les critères exploratoires et c'est ce qu'on me disait justement tout à l'heure. On parlait de qualité de vie liée à la santé. Et bien voilà, là c'est une échelle qui montre 13 dimensions pour les patients pour mesurer s'il y a un impact de ces traitements, parce qu'on a vu il y a un impact cognitif et fonctionnel, mais maintenant qu'en est-il sur la qualité de vie des patients? À travers cette échelle, on voit qu'il y a une réduction de la détérioration de la qualité de vie et notamment sur des items comme l'estime de soi ou les relations amicales. On a obtenu la même chose avec le fardeau de l'aidant, puisque là aussi, autre point, ça affecte les patients, mais la maladie affecte aussi la famille et les aidants. Là encore, le lecanemab a montré une réduction du fardeau de l'aidant de 38%, et notamment sur les relations amicales et sur même le sentiment de dépendance du patient. Emmanuel, parce qu'on a encore 2 intervenants. Oui, mais j'ai fini. Voilà, juste quelques mots, s'il vous plaît, sur les réalités de la mise en pratique, la mise en œuvre au niveau français, européen et international. C'était ma conclusion, justement. Donc là où je vous avais vu effectivement les résultats du lecanemab. Aujourd'hui, donc, c'est des résultats qui vont bien évidemment conforter avec les données de vraie vie. Aujourd'hui, le lecanemab est commercialisé, donc c'est-à-dire il a obtenu une AIMM aux États-Unis, au Japon, en Chine, entre autres, plus récemment au UK. Et donc, actuellement, on a plus de 10 000 patients qui sont traités par le lecanemab et ces données vont être présentées à la fin du mois dans un congrès international qui s'appelle le CITAD, qui a lieu à Madrid. Merci. Et j'ai oublié, en Europe, effectivement, on est en cours d'évaluation.
Voilà. L'Europe protège, l'Europe protège. Encore faut-il avoir le curseur de la protection. Vous savez, la France, j'ai oublié Domo Arigato. La France surprotège avec le RGPD, tout le monde en profite, mais les autres attendent. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait finalement? Le but c'était de protéger, non. Savoir que le Japon est passé à la RGPD grâce aux accords commerciaux aussi. Là, on pourra parler d'autres choses. On va continuer dans les laboratoires avec Antoine Chevrette à distance, qui est responsable d'affaires médicales dans la maison mère du laboratoire Roche. Alors, j'avais noté après une brève présentation de Roche, peut-être pour recadrer un petit peu. Je vais noter deux éléments intéressants sur Brain Earth et Brain Shuttle. Voilà, je vous laisse la parole. Enfin. Merci et bonjour à tous et merci à l'organisation de me donner l'occasion d'intervenir. Même si c'est à distance et j'espère que le côté audio n'est pas trop pénible pour vous pour cette intervention, je vais tenter d'être bref. Et je voulais, avant de rentrer un petit peu dans le portefeuille de médicaments de Roche qui est actuellement en développement dans les maladies neurodégénératives, sachant que Roche est un acteur des maladies neurologiques depuis plus de 70 ans maintenant, je voulais dézoomer un petit peu sur pourquoi il est aujourd'hui essentiel pour les sociétés de s'intéresser à la dimension de la santé-cerveau. Ce n'est pas exclusif au vieillissement, mais cet engagement, il est lié à la conclusion que la santé-cerveau va vraiment représenter le défi de santé publique du siècle à venir. Si on en croit l'impact sur les sociétés, car aujourd'hui, sur la base des données qui sont publiées dans le Lancet sur le Global Burden of Disease, on estime qu'il y a plus de 3,5 milliards de personnes dans le monde qui sont affectées par une maladie liée au cerveau. Et ça a aussi donc un impact économique et sociétal énorme. Et quand on regarde par exemple sur les pays plus développés, tels que les USA ou l'Europe, on se rend compte que le coût lié au burden de ces maladies du cerveau est équivalent au coût des maladies cardiovasculaires, du diabète et du cancer mis ensemble, si on se projette à 2040. Donc, M. Amouyel signalait tout de suite que les investissements en termes de R&D dans le cancer étaient 10 fois supérieurs par rapport à ce qu'ils sont pour les maladies neurodégénératives. Est-ce que de réaliser justement l'impact sociétal sur des maladies du cerveau ne permet pas de vraiment comprendre le besoin aujourd'hui d'action dans le développement des maladies neurodégénératives? D'autant plus que si on regarde un petit peu la manière dont une intervention, que ce soit de prévention, que ce soit thérapeutique, que ce soit via un meilleur diagnostic sur les maladies du cerveau, ce que ça peut générer comme gain pour la société, on est là sur une échelle de plusieurs milliards de plusieurs milliards. Donc ça, c'est pour la partie un petit peu médico-éco, mais qui explique pourquoi Roche s'investit aujourd'hui encore dans le domaine des maladies neurodégénératives, avec un portefeuille de molécules en développement sur la partie pharmaceutique, dans le Parkinson et dans la maladie d'Alzheimer. Et si je veux faire un rapide focus sur la maladie d'Alzheimer, dans laquelle nous sommes impliqués depuis 20-25 ans maintenant, avec les anticorps visant la protéine amyloïde, aujourd'hui, nous développons un anticorps anti-amyloïde qui a la particularité d'être couplé avec un module de transport au travers de la barrière hémato-encéphalique. Et le corps humain est bien fait car cette fameuse barrière protège le cerveau des agressions extérieures, mais elle empêche aussi quelque part la bonne action des thérapeutiques qui sont développées dans d'autres indications. Donc, au travers d'une meilleure pénétration, d'une meilleure atteinte des cibles et des protéines cérébrales, on s'attend à pouvoir obtenir un résultat sur la cognition et sur les biomarqueurs de la maladie qui permettrait un progrès incrémental par rapport aux premières générations de médicaments qui seront, on l'espère, prochainement disponibles pour les patients. La thérapeutique, c'est une chose, mais on est aussi bien conscient qu'un médicament tout seul, compte tenu
de la nécessité d'intervenir tôt dans le continuum de ces maladies neurodégénératives ne pourra pas se faire sans une amélioration des parcours diagnostiques, sans que cela ne représente un poids trop important pour les systèmes de santé. Et c'est pourquoi Roche est aussi impliqué sur le développement de certains des biomarqueurs que Frédéric Blanc détaillait tout à l'heure, à savoir les marqueurs des protéines amyloïdes et tau dans le liquide céphalo-rachidien, et aussi de ces mêmes marqueurs ou biomarqueurs dans les prélèvements sanguins. Et donc on espère, grâce à cela, de pouvoir offrir vraiment une prise en charge holistique qui irait de la détection des premiers signes de la maladie, associés ou non à des symptômes, qui pourrait ensuite faire l'objet d'un suivi rapproché quelque part, pour être en mesure de proposer une intervention, qu'elle soit thérapeutique ou non d'ailleurs, qui intervienne au moment opportun, au moment où le patient la nécessite le plus. Et quand je dis le patient, je fais peut-être un raccourci, parce que ce qui est très particulier dans les maladies neurodégénératives, et j'en terminerai ici, c'est que ce sont des maladies qui affectent certes l'individu, mais qui ont aussi un impact extrêmement majeur sur l'entourage, sur les aidants, que ce soit en termes de santé, car il a été démontré que les aidants des malades atteints de maladies neurodégénératives souffrent plus que d'autres de pathologies. Donc, quelque part, avoir un proche malade d'Alzheimer est un facteur de risque pour le développement de pathologies. Et donc, il est important de prendre en compte la charge qui est portée sur les aidants au travers de ces maladies. Et avec ceci, je vais vous remercier encore une fois pour cette possibilité d'intervention. Merci beaucoup Antoine. Voilà, deux approches différentes, complémentaires des laboratoires, entre justement la recherche et puis cette application avec ces réalités de compte de résultats aussi, il faut avancer, mais toujours au service du patient, avec des modèles économiques, je cherchais le mot. Et maintenant, justement, toujours parler de modèle économique, de mécanismes, de coordination et puis de programmes, pour revenir un petit peu sur la dimension européenne. On aurait pu parler de l'agence du médicament avec ses rôles, etc. Les choses sont en train de se mettre en place, plus ou moins. Certains États ont choisi de le faire eux-mêmes et pas d'autres. On va passer la parole directement maintenant à Vania Rosas, coordinatrice des points de contact nationaux du cluster santé Horizon Europe, voilà, qui va vous expliquer, qui nous aide un peu à nous retrouver sur les mécanismes de financement qui font partie du programme 4 de recherche, dans lequel je baigne moi depuis 90, ou pas. Merci. Oui, merci beaucoup, merci pour l'invitation d'avoir pensé à nous pour parler un petit peu de financement. Les professeurs Amouyel nous a parlé du besoin d'argent pour faire de la recherche. Et Horizon Europe, c'est un mécanisme de financement de la recherche. C'est le 9e programme cadre de recherche et innovation. Il a commencé en 2021, il finira en 2027. Il y aura un nouveau programme cadre de recherche et innovation. On ne sait pas comment il va s'appeler. Le budget global il est de 95,5 milliards d'euros. Et il vise à renforcer la science d'excellence, répondre à des défis mondiaux et accroître la compétitivité industrielle. Il est important de vous dire que Horizon Europe, en fait, c'est des programmes où où il publie des appels à projets, où il faut répondre aux appels à projets. La prochaine diapositive. En fait, juste pour vous dire, ça c'est la structure d'Horizon Europe. Ça a l'air d'être très complexe. C'est pas si complexe que ça. Je veux faire un focus sur la santé. En fait, je vous ai mis en rouge sur la diapositive. Mais vous pourrez trouver de la santé dans d'autres programmes d'Horizon Europe, la science d'excellence, l'Europe plus innovante, et puis aussi sur la construction de capacités. Mais surtout, la recherche collaborative, vous pourrez la trouver dans le cluster santé, c'est le premier, du pilier 2 de Horizon Europe. La prochaine. En fait, je suis allée regarder sur tous les appels à projets qui ont été publiés depuis 2021 jusqu'à 2024 dans Horizon Europe Cluster Santé.
où est-ce que je pouvais trouver des projets, des maladies neurodégénératives dans quels appels. Et vous pouvez voir qu'il y a des appels qui, depuis 2021, qui financent des projets dans l'Alzheimer, Parkinson, d'autres maladies. Et c'est des financements assez conséquents parce que c'est des financements qui vont de 3 à 15 millions d'euros, 17 millions d'euros. Et même si dans les titres de l'appel, vous ne voyez pas le mot neurodégénérative ou le mot d'une maladie, en fait, le nom d'une maladie, c'est important d'aller voir plus loin, en fait, dans les contenus de l'appel, qu'est-ce que vous avez besoin pour financer ce type de programme, en fait, des topics. Et la prochaine diapo, c'est juste 3 exemples de projets qui ont été financés dans le cadre d'Horizon Europe. Le premier, un partenariat public-privé sur l'Alzheimer avec un financement de 8,5 milliards d'euros. Puis le 12e sur le Parkinson à travers avec de l'intelligence artificielle. Et puis le 3e, c'est un projet qui était financé dans le cadre de l'appel Silver Deal pour 17,6 millions d'euros. Il s'agit de projets collaboratifs. En fait, il y a plusieurs équipes. On a besoin de plusieurs équipes pour participer à ce type d'appel. Et avec différents savoir-faire, des académiques, des industriels, aussi d'autres types d'équipes de style avec des savoir-faire comme de la science sociale ou d'autres éthiques, par exemple. Et si vous avez des questions, la dernière diapositive. En fait, c'est juste, vous pouvez nous contacter parce qu'Horizon Europe, c'est assez complexe. Je vais vous montrer les structures. Contactez-nous pour nous demander si il y a un appel ouvert qui correspond à votre recherche, quand est-ce qu'ils vont ouvrir l'appel, quels sont les requis, si vous êtes éligible ou pas. Nous sommes une équipe de 3 personnes. Nous avons un email générique et psnsanté@recherche.fr, un site web sur le QR code où vous pouvez voir toutes les actualités sur le cluster santé d'Horizon Europe. C'est un site web mis en place par le ministère de la recherche et une liste de diffusion et une liste LinkedIn aussi. Et juste pour vous dire que contactez-nous, en fait, il n'y a pas de... Même si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il peut avoir sur des financements, vous pouvez nous contacter quand vous voulez et on vous dira et on vous redirigera vers d'autres collègues si ce n'est pas nous qui avons la réponse. Merci beaucoup, Vania, pour clore ça. Alors, sachant qu'au niveau européen, il y a le programme Cannes, mais il y a d'autres programmes à côté. Et puis aussi, il y a même des initiatives comme Eureka, ceux qui connaissent Eureka, Eurostar, etc., où on peut faire à 1 ou à plusieurs, ou même à 30. Hein. Je connais des entreprises qu'on accompagne qui se sentent bien toutes seules ou qui se sentent bien dans des consortiums à 30 qui trouvent leur place. Voilà, l'essentiel, c'est... Et puis même si on ne réussit pas parce que c'est pas automatique, hein, c'est comme les antibiotiques. Si on ne récite pas un projet, un appel à candidature, le tout, c'est d'avoir relevé la tête et puis d'avoir connu aussi des partenaires, des concurrents qui deviennent partenaires, etc. L'histoire européenne est fantastique. C'est à vous pour les questions, en vous demandant de vous présenter brièvement à chaque fois avec une question ou une remarque. J'en ai une qui est un peu... J'ai regardé les slides tout à l'heure sur les lecanemab. C'était très intéressant. Tout était en faveur du lecanemab, sauf une. Vous riez parce que c'est les relations avec le conjoint. Oui, ça nous a fait rire aussi quand on l'a vu. On ne se l'explique pas. Bien évidemment, c'est en faveur du placebo. Il faudrait voir exactement derrière les questions. Mais c'est le point de vue du patient. Donc, comme, J'ai trouvé ça amusant. Alors, madame. oui, c'est Bonjour, j'ai une start-up dans la prévention primaire. J'ai 2 questions. La première au professeur Blanc, pardonnez-moi. Je voulais savoir si les biomarqueurs pourraient à un moment donné s'inscrire dans la prévention primaire, c'est-à-dire bien avant la maladie, dès l'âge de 30 ans, 40 ans. Seconde question à Madame, je continue, à Madame Baloche pour présenter un laboratoire japonais. On sait que le Japon est
l'archétypique de civilisation vieillissante. On sait aussi que c'est une zone bleue parce que c'est là où il y a le plus grand nombre de centenaires. Je voulais savoir quelle était la politique du Japon par rapport à la prévention, afin que les jeunes, les milléniums de maintenant, arrivent en bonne santé dans 20-30 ans. Merci. Merci. Alors je vais commencer. Merci madame pour votre question. D'abord une réponse un peu globale qui ne répond pas à votre question, mais après je vais essayer de répondre à votre question. Première chose, il y a un beau papier du Lancet qui est sorti, qui est une mise à jour d'un papier qui date d'il y a 4 ans sur la prévention en général des maladies neuroévolutives cognitives. Et on sait maintenant que si on fait un bon travail de prévention, on diminue de 45% le risque de développer une maladie. Donc maladie d'Alzheimer, maladie à corps de Lévy, etc. Donc ça c'est quand même une très bonne nouvelle, mais ça veut dire faire de la prévention tout au long de la vie, et ça commence dès le début en augmentant le niveau socioculturel des populations, parce que si on augmente le niveau socioculturel des populations, on retarde l'apparition des maladies. C'est la vieille notion probablement de réserve cognitive, mais qui va aussi sur des aspects de troubles auditifs, qui va aussi sur des aspects de tous les facteurs de risque cardiovasculaires, que sont l'hypertension, le cholestérol, etc., etc. Alors après, votre question, ce serait de repérer la maladie, enfin, de repérer un stigmate par biomarqueur et de favoriser la prévention à ce moment-là. Alors c'est une question importante et c'est vrai que ça nécessite de changer un petit peu de paradigme. Et je pense qu'on peut partir déjà des données neuropathologiques. On a pas mal de données neuropathologiques, notamment dans la ville de Mexico, sur la présence de lésions amyloïdes, tau, synucléine, donc qui correspond à la maladie à corps de Lévy, dans des populations très jeunes. Quand je dis très jeunes, c'est 20 ans, 30 ans, 40 ans. Malheureusement, le taux de décès est assez important à Mexico pour plein de raisons. Je ne détaillerai pas. Et ça permet quand même d'étudier ce type de personnes qui sont parfaitement asymptomatiques. Et on se rend compte qu'on retrouve assez fréquemment des lésions alzheimeriennes chez des gens qui ont 20, 30 ans ou 40 ans. Dans un contexte, et corps de Lévy d'ailleurs aussi, dans un contexte, il est vrai, très particulier, puisque je rappelle que Mexico est une des villes les plus polluées du monde, et d'ailleurs la prévention sur la pollution atmosphérique et la pollution en général a un effet aussi, minime, mais un effet sur la prévention et l'apparition de ces maladies. Donc on peut imaginer qu'on puisse avoir un jour, ce qu'on n'a pas actuellement, mais qu'on puisse avoir un jour, des biomarqueurs peut-être de la présence de lésions très tôt dans la population. Et on pourrait à ce moment-là imaginer, mais tout ça c'est de la médecine fiction, d'aller vers finalement de la prévention plus spécifique de sous-populations qui auraient à ce moment-là des biomarqueurs précoces, qui ne voudraient pas dire qu'ils aient la maladie, mais qu'ils aient des stigmates de la maladie. Emmanuel. Oui, alors donc pour la question pour la prévention au Japon, alors, effectivement c'est un vaste débat. Alors je sais que ESAI est très à l'initiative aussi au niveau de la prévention au niveau du Japon. Je sais qu'ils travaillent avec des sociétés pour des applications pour diagnostiquer précocement les Alzheimer débutants. Pareil, mettre au point justement des diagnostics sanguins. Et pour élargir, c'est la même chose un petit peu en France où on est en train justement de travailler avec des sociétés, avec les institutions pour pouvoir aussi faire de la prévention, c'est-à-dire aller diagnostiquer plus précocement ces patients atteints de maladie d'Alzheimer. Il y a des outils digitaux. Hier, on parlait d'ICOP. Ça serait une solution déjà pour faire du repérage justement sur la personne âgée au niveau du vieillissement, mais pas que sur la cognition, mais aussi sur les troubles, sur la santé mentale en élargissant. Et peu à peu, effectivement, on peut aller aussi sur les biomarqueurs sanguins, comme le disaient Frédéric et Philippe tout à l'heure. Mais bien évidemment, ça demande aussi des pouvoirs publics et que toute la société se lance pour justement faire de la prévention, pas qu'au Japon, mais aussi en France. Madame, au fond. Oui, la prévention, elle est plus avancée au Japon. Oui.
Merci beaucoup. Oui, je voulais juste savoir si on dit actuellement que... Pardon, Vanessa Rally, je travaille dans la santé publique, dit actuellement que sur la prévention des maladies mentales, on a un impact des comportements nutritionnels et activités physiques. En tout cas, maintenant, on a des preuves avérées. Est-ce que ces preuves-là se retrouvent aussi dans les pathologies neurodégénératives ou pas? Tout dépend ce que vous appelez preuve avérée. La seule preuve avérée, ce serait de faire un essai de prévention randomisé dans lequel on attribue ça. Dans la santé mentale, je ne sais pas, très sincèrement, ce n'est pas du tout mon champ. En revanche, dans les maladies neurodégénératives, il y a un essai qui s'appelle l'essai Finger, qui a été mis en place en Finlande d'abord et maintenant qui est étendu, qui montre que lorsque l'on prend des personnes âgées, fragiles, avec des troubles de la cognition, qu'on les entraîne à de l'activité physique, à de la stimulation cognitive, à des régimes équilibrés, on s'aperçoit qu'elles améliorent un certain nombre de leurs fonctions cognitives, mais que, alors il n'y a pas assez de recul pour le moment, on ne sait pas si ça modifie la survenue de maladie d'Alzheimer. Donc ça veut dire qu'on rentre toujours dans le même modèle, qui est de faire de la procrastination, c'est-à-dire qu'on porte plus tard l'apparition des symptômes. Donc c'est l'élément qui tente à prouver que ça marche avec les éléments séculaires qu'on trouve dans les études d'association en population générale dans différents pays où on voit cette baisse de l'incidence. Monsieur. Bonjour, Hervé Sauzet, Institut français des seniors. Une question, vous avez parlé des effets, de l'intérêt des activités physiques pour retarder ou l'apparition de ces maladies. Qu'en est-il de l'activité intellectuelle? Parce que certains de vos gériatres, de vos confrères gériatres, avec qui je travaille, disent qu'il y a une relation directe entre le fait de faire fonctionner son cerveau et l'apparition, par exemple, de la maladie d'Alzheimer. Il y a des exemples avec des personnes connues, très âgées, qu'on a Badinter, Rocard, Giscard d'Estaing, etc., qui ont été extrêmement brillants, très âgés. Juste un point sur l'identification de personnes qui sont des exceptions. On prend toujours l'exemple de Churchill quand on vous explique aux gens qu'il faut arrêter de fumer, arrêter de boire. Voilà ce que je veux dire. Donc, si on regarde en population, il y a 4 éléments qui permettent de faire de la prévention et d'améliorer quelque part son fonctionnement cognitif, même quand on n'a pas de maladie d'Alzheimer, entre parenthèses, ou de process neurodégénératifs, pour être plus général. Un, c'est de stimuler son cerveau. Alors le stimuler, c'est pas forcément être ministre ou être intellectuel, hein. Vous pouvez très bien stimuler votre cerveau en faisant du bricolage, du jardinage, le tricot, c'est excellent pour la stimulation cérébrale. Le deuxième, c'est de protéger son cerveau parce qu'il est fragile, donc éviter l'alcool, le tabac, la drogue, éviter les chocs, porter des casques sur votre trottinette. Le troisième, c'est votre activité physique, enfin votre corps, hein. Le cerveau ne se balade pas tout seul dans la nature, il est supporté par un corps. S'il est en bonne santé, ça va aider votre cerveau, et en particulier tout ce qui sert à alimenter le cerveau, c'est-à-dire le régime alimentaire, mais également les organes des sens. Faire attention à la baisse de l'audition, à la baisse de la vision. On s'aperçoit, justement, l'étude dont parlait Frédéric a sorti un nouveau facteur de prévention qui est apparemment le fait de traiter une cataracte semblerait réduire également et repousser l'âge de début des symptômes. Et enfin, le dernier, qui est le principal, c'est la relation sociale. L'isolement est un élément qui enfonce les gens plus avant vers ces maladies. Donc voilà, ce sont les quatre éléments. Et la stimulation cognitive, le fait de se servir de son cerveau, est un élément essentiel dans tout ça. Merci beaucoup. On aurait pu prendre d'autres questions. J'aurais pu en poser aussi, notamment au niveau structurel. En France, est-ce qu'il faut, comme nous dans l'armement, une délégation générale de la santé pour mettre d'ouvrage finalement des projets de santé, pour regrouper un peu certaines dynamiques, la structurer? Je sais que l'écho est parfois favorable et lancé par beaucoup de gens d'ailleurs aussi. On aurait pu parler de la matrice de risque acceptable ou non, hein, finalement. Je rappelle au niveau de qu'il y a d'autres programmes comme dans la santé, des projets d'intérêt commun, d'innovation de projets industriels. La santé, c'est l'industrie aussi. On aura pu parler aussi l'approche comparative culturelle, législative, sans forcer, toujours, en étant constructif, mais entre les attitudes britanniques. On aime bien comparer aussi l'UE avec UK, avec la Suisse, qui fait beaucoup de choses aussi, même en gouvernance pour la santé, avec d'autres pays européens ou non européens. On aurait pu parler de beaucoup d'autres choses. Je pense qu'on a fait le tour
On a fait un large tour d'horizon entre la recherche fondamentale ou appliquée, les laboratoires et aussi la mise en œuvre de certains outils européens. Merci encore pour vos interventions et vos présentations. On peut les applaudir. Et merci à vous pour vos présences et vos questions. Je vous laisse la parole, votre honneur. À la prochaine table ronde.